Vendredi qu'on commence. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour le séminaire de Sarah Fugoli, qui nous vient direct du Grand Croix de la Porte Sarah, ce qu'on appelle en 2022 à l'ISEP, Paris, sur la distribution des halogènes, pas dans les distributions, non? Si, c'est ça. Donc, modélisation initiaux avec les l'ISEP. Je reprends un peu cette méthodologie en héritant de l'utilisation moléculaire. C'est plutôt de la pure modélisation. Pure modélisation, maintenant, d'accord, un morceau. Et là, cette fois, pour les éléments de phase, c'est les éléments relatifs dans les minéraux, l'huile et les baies. Donc, essaye de voir comment la chimie influence en distribution de ces minéraux. Oui, nous présenter ça aujourd'hui. Et je laisse la parole, on fait 45 minutes. Merci pour l'introduction et merci d'être venu à ce séminaire. Donc, je vais vous présenter mon travail actuel qui porte sur la modélisation et l'acquisition des éléments volatiles dans, notamment les gaz rares, dans les matériaux riches en silice, acide. Et ma présentation va être divisée en deux parties. Donc, premièrement, je vais vous parler de mon travail qui est actuellement en revue pour le journal de Excel, qui porte sur la migration des gaz nord dans les polymères de la silice dans les conditions du nord du terrestre. Et ensuite, je vais vous présenter un travail qui est en cours actuellement. Alors, attendez. Un petit peu le slide. Ouais, excusez-moi. Parler de la deuxième partie de mon travail est actuellement sur la modélisation internationale d'un mètre classique dans les conditions depuis la fonte jusqu'au l'entreprise. Donc, ma thématique de recherche principale, elle porte sur le comportement des éléments volatiles et leur cycle géochimique profond. La première chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi c'est intéressant de comprendre le comportement de ces éléments. Donc, les éléments volatiles, ce sont des éléments qui ont tendance à les films, qui vont avoir tendance à suivre la phase fluide, et ils sont extrêmement intéressants en géochimie pour comprendre tout un tas de phénomènes, notamment quelque chose qui m'a intéressé par exemple pendant ma thèse à Sorbonne, les échanges de fluide entre le panneau plongeant, l'institution et le point de mental. C'est également très intéressant pour comprendre les stabilités des phases, également pour étudier l'origine de l'atmosphère, les différenciations du manteau, des processus plus en surface que des processus de dégazage, et également la capacité de réservoir de différentes couches de la Terre. Actuellement, je m'intéresse non plus aux halogènes, ce que j'ai fait pendant la thèse, mais aux gaz nobles. Et plus particulièrement, ça se passe dans le cadre d'un projet qui s'appelle IDEL, qui est dirigé par Razvan Farkas. Et la plupart des travaux qui ont été faits dessus, sur le comportement des gaz nobles, ont été, et d'autres relatives, ont été faits sur des mètres qui étaient plutôt magiques, voire ultra-magiques. Et mon travail actuel porte sur des matériaux qui sont extrêmement riches en silice, et j'ai deux cibles principales. Donc, premièrement, la phase solide, du polymorphe de la silice, et également, dans un second temps, un net. Et donc, pour ça, j'ai une arme pour pouvoir gérer tout ça. C'est la modélisation ab initio, et plus particulièrement les simulations de dynamique moléculaire. Et donc, je vais revenir un petit peu dessus après, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir sur toutes les équations hyper compliquées de physique pour expliquer ça, ce sera fait un peu avec les mains. Et ce que je vous disais à peu près à venir, c'est que la modélisation ab initio, elle va s'intéresser à comprendre le comportement des atomes à partir des lois de la physique sous l'effet de différents paramètres. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser à la phase solide au gaz rare dans les polymorphes de la silice. Donc, pourquoi les gaz rares et pourquoi dans la phase solide? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à leur diffusion? Donc, les gaz rares, que vous voyez ici, sont particulièrement intéressants, notamment pour des études de thermochronologie, parce que quand on regarde les isotopes radiogéniques qui sont produits par des intégrations, des isotopes radiogéniques des gaz rares, sont particulièrement intéressants pour pouvoir faire des datations. Et si on veut faire une datation correcte, il faut aussi avoir une bonne maîtrise, une bonne compréhension du comportement de diffusion des gaz rares dans les solides des minéraux d'intérêt.
Donc, ici, ce qui nous intéresse en tant que solide, ce sont les polymorphes de la silice. Où est-ce qu'on trouve ces minéraux dans la Terre? Donc, si vous regardez ici, une composition de type morne ou basaltique qu'on pourrait trouver dans le panneau plongeant. Donc, ici, vous avez des minéraux déjà tout détaillés. Ce qui nous intéresse, c'est les minéraux en jaune ici, les polymorphes de la silice, que je vais décrire un petit peu plus tard. Vous avez la proportion de ces minéraux dans cette composition en fonction de la profondeur. Ce que vous voyez, c'est que on peut avoir jusqu'à 20% de la proportion minérale totale qui est représentée par les polymorphes de la silice dans ce type de composition. Si on regarde encore ce qui se passe dans des compositions qui sont plus ultramafiques, par exemple des compositions de type argétique, qui ressemblent un petit peu à celle-ci, que je n'ai pas pu présenter sur cette diapositive, on voit que les phases SiO2 sont absentes. Mais si je regarde maintenant ce qui se passe dans une croûte continentale, c'est exactement la même chose ici avec la pression, on voit qu'on a une proportion, ici c'est une stichoïde, c'est un polymorphe de la silice, on voit qu'on peut atteindre jusqu'à 40% de la composition totale en termes de minéraux. Donc, on voit que ces minéraux, les SiO2, sont extrêmement importants et abondants dans les matériaux, de la croûte qui va être transporté en profondeur pendant la subduction. Et c'est ce type de contexte qui va nous intéresser. Autre chose qui est extrêmement importante, c'est que quand on regarde SiO2, il y a deux éléments chimiques dedans, et c'est beaucoup plus facile à modéliser qu'un minéral silicaté qui va être beaucoup plus complexe avec beaucoup de cations. Donc ça peut être utilisé comme un proxy très intéressant pour modéliser les silicates. Quand on regarde ce qui est disponible dans les données, dans les références bibliographiques, malheureusement, on voit que très souvent, on a pas mal de données sur la diffusion de l'hélium, un peu moins de données pour le néon et très peu de données pour les gaz à lourd. Tout simplement parce que c'est plus facile d'étudier les gaz à lourd. Et quand on a des données disponibles, très souvent, elles sont restreintes, que ce soit pour la modélisation ou pour l'expérimental, dans certaines phases minérales, comme par exemple ici, quelques données de la littérature dans l'apatite, et également dans des phases minérales comme le feldspath ou la biotite, qui sont très riches en potassium et qui vont permettre de produire in situ de l'isotope de l'argon par des intégrations. Mais si on veut comprendre un système complet, comme cet assemblage ici avec du quartz, feldspath et biotite, on doit aussi comprendre quel est le comportement de ces gaz rares dans la phase SiO2 qui est extrêmement abondante. Et donc ici, l'objectif de ce travail, ça a été dans un premier temps de quantifier les coefficients de diffusion des différents gaz rares dans la SiO2, de comprendre l'impact de différents paramètres, tels que la structure cristalline, la taille des gaz rares, la pression ou la température, sur cette diffusion, et essayer de comprendre les importances respectives des différents polymorphes de la silice dans le transport et le stockage des gaz rares en profondeur. Donc pour ce faire, ici, j'ai représenté, en fonction de la température et de la pression, les différents polymorphes que j'ai modélisés. Avec les points jaunes, vous avez différents calculs de dynamique moléculaire qui ont été faits pour chaque structure et pour les différents gaz rares. Et ce qu'il faut déterminer, c'est que pour obtenir un seul de ces points, ça peut demander plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois de travail. Et pour la partie de surface, ici, donc plus en surface ou en tout cas à faible pression, j'ai modélisé des polymorphes qui sont à faible coordination de la silice, donc peu dense, 4. Donc le quartz, la causite. À plus forte profondeur, donc au niveau de la zone de transition et du plateau inférieur, on a l'astichiolite et la bétastichiolite, qui s'appelle également la silice de type CaCl2. Et enfin, la phase la plus dense que j'ai modélisée, avec comme pour l'astichiolite et la bétastichiolite, avec une coordonnance de 6, pour la silice, le silicium, pardon, vous avez la salurtite. Donc maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste la dynamique moléculaire ad initio. Donc on part d'une structure à une pression fixe et à 0 Kelvin. Par exemple, ici, un quartz. On va incorporer dans ce quartz des atomes de gaz rare, par exemple 3 atomes d'hélium, c'est ce que vous voyez en bleu clair, et on va porter cette structure à très haute température et
commencer, initier le processus de dynamique moléculaire. Pendant ce processus, en fait, on va avoir plusieurs cycles de calcul, et durant chaque cycle, les forces qui sont exercées sur les atomes vont être calculées en utilisant les lois de la physique, donc les calculs à démission, et les atomes vont bouger après chaque cycle selon les forces qui sont appliquées dessus. Et à la fin, on va avoir une reconstitution des trajectoires, des mouvements de chacun des atomes en fonction du temps. Je vous montrerai un petit film après pour vous montrer ce que ça donne. Et ici, à la fin, on va reconstituer, en bleu ciel ici, la trajectoire suivie par les atomes d'hélium au cours du temps. Ici pour le quartz et ici pour l'isticholite. En utilisant ces résultats, ces trajectoires, on peut, de façon assez simple, reconstituer des déplacements moyens quadratiques, donc des disperse displacements, en fonction du temps, pour les 3 atomes d'hélium, pour le néon et pour l'argon également, dans les différentes structures. On va prendre la moyenne de ces déplacements au cours du temps, ça nous donne directement l'estimation moyenne de notre coefficient de diffusion. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo de l'hélium qui bouge dans le quartz. Donc, en jaune, vous avez le silicium, en rouge, vous avez l'oxygène, et en blanc, ici, vous avez un atome d'hélium qui va bouger, c'est ce dont je vous parlais, les différentes trajectoires au cours du temps. Et parfois, vous voyez que l'hélium va sauter, donc il est placé en interstitiel, il va sauter d'un site à l'autre. Et ce sont ces sauts au cours du temps qui vont nous intéresser pour avoir une estimation de notre position de diffusion. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans le quartz, globalement, quand on regarde ici toutes les trajectoires, il y a une distribution qui est assez isotrope. On va avoir des sauts dans à peu près toutes les directions de l'espace au cours du temps. C'est aussi ce qu'on voit dans la poésie, qui est un tout petit peu plus dense. Mais quand on regarde ce qui se passe dans la sticholite, qui est beaucoup plus dense, vous voyez qu'en fait, le mouvement de l'hélium, il est vraiment restreint dans ces espèces de canaux qui sont orientés selon l'axe C. Et vous voyez ici qu'en fait, il ne quitte quasiment, voire pas du tout, ce cadavre. Et en fait, son comportement, on va le retrouver dans toutes les phases denses de la silice. Et on voit en fait, avec ces exemples très simples, sans calcul, sans équation derrière, qu'on a un effet très important de la structure dans le contrôle de la trajectoire suivie par la diffusion de notre plasma, même si on est à chimie fixe. Je vais vous montrer ça également pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec les graphiques. On voit ici directement le déplacement moyen en fonction du temps selon les différents axes X, Y et Z, Z en or ici. Et vous voyez que le néon dans la sticholite, tout son déplacement est accommodé selon l'axe Z. Donc, du coup, il faut garder en tête, la structure va induire une anisotropie de déplacement, notamment dans les phases denses. Maintenant qu'on a vu l'importance de la structure, on peut essayer de s'intéresser directement aux valeurs de coefficient de diffusion, l'hélium, ici, le néon et l'argon, en fonction de la température, pour les différentes phases modélisées. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser aux résultats qui sont les plus directs. Quand on regarde le quartz en bleu foncé, ici, vous voyez que plus le gaz rare va être grand, plus la diffusion va être lente. C'est la même échelle ici pour les 3 graphiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait s'attendre assez facilement, puisque plus le gaz rare est grand, plus il va avoir des difficultés à bouger. Si on regarde encore ce qui se passe uniquement pour l'hélium, ici, vous voyez que plus la structure va être dense, plus la diffusion va être lente. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que même si le quartz et la saïpatite ont la même composition chimique, on a plusieurs ordres de grandeur de différence pour la diffusion. Du coup, la structure, encore une fois, très importante pour la diffusion. Et enfin, si on regarde le cas de l'argon, qui est un très gros gaz rare, il va toujours diffuser plus lentement que l'hélium et le néon. Si on regarde par contre ce qui se passe dans le cas du néon, on voit quelque chose d'un peu plus complexe. Si vous voyez ce qui se passe dans la saïpatite en rose ici, vous voyez que si on prend la même température entre l'hélium et le néon va avoir tendance à diffuser plus vite que l'hélium dans la saïpatite. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, puisque là, on a un exemple d'un atome plus lourd qui va diffuser plus vite. Donc, on a essayé de regarder ce qui se passait, parce qu'on est un peu étonné.
Et pour ça, on a représenté des lois d'Arrhenius, de l'hélium et du néon dans la cyclotite. Donc, juste pour rappel, la loi d'Arrhenius, vous avez ici le coefficient de diffusion, un facteur exponentiel de diffusion, l'activation, l'énergie d'activation, pardon, et la température. Et donc, on représente le logarithme de la diffusion et la température. Ici. Et en fait, à une température donnée, vous avez le néon qui va diffuser beaucoup plus vite que l'hélium. Sinon, la clair, malgré le fait qu'on puisse avoir quelques incertitudes sur ces points, on a vraiment une très grosse différence. Et ça, en fait, ce phénomène, on va le voir dans toutes les phases denses de la silice, que ce soit la sticholite ou la bêta-sticholite et la cyclotite. Mais on ne le voit jamais dans les phases de faible densité comme le quartz. On a toujours l'hélium qui diffuse plus vite que le néon. Donc, on pourrait se demander si ça ne revient pas d'un biais de notre modélisation dynamique moléculaire. Donc, pour ça, on a fait exactement la même chose, mais en prenant une méthode d'admission qui est totalement indépendante, qui s'appelle la méthode NEB. Donc, il n'y a pas de traduction pour ça, c'est Nudge Elastic Band. C'est en fait une technique assez simple qui se passe à 0 Kelvin, où on va essayer d'estimer l'énergie d'activation nécessaire à la diffusion en connaissant l'énergie de notre état initial et de l'état final. Je vais prendre un exemple simple. Même si on a une structure simplifiée de cyclotite, et on a un atome d'hélium qui veut sauter depuis ce site interstitiel numéro 0 jusqu'au site interstitiel numéro 2. Les énergies sont équivalentes entre le site 0 et le site 2 parce que ces sites ont une symétrie identique. Et on connaît cette énergie, et en fait, grâce à ça, le NEB va être capable d'estimer l'énergie nécessaire que l'hélium doit avoir pour sauter de 0 à 2. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie de l'état de transition, Saddle-Volt. Donc, on a fait ça, on a calculé l'énergie d'activation en kilojoules par mol pour l'hélium et le néon dans la cyclotite. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on a une très grosse différence entre l'hélium et le néon, avec une énergie beaucoup plus importante pour l'hélium que pour le néon. Donc ça, c'est tout à fait consistant avec ce qu'on voyait dans l'autre approche de dynamique moléculaire. Et on ne peut pas l'expliquer par une différence de chimie, parce que c'est exactement la même chimie. Donc la seule chose qui va permettre d'expliquer ça, c'est un effet de structure locale. Donc si on prend ce qui se passe en position 0, donc la position de départ ici, on a un environnement qui est très encombré autour du gaz rare. Dans le cas du néon, qui est un atome quand même un peu plus gros que l'hélium, on va avoir beaucoup d'encombrement, avec une coordonnance qui est très élevée. Ça va créer des effets de répulsion avec le néon qui vont promouvoir la migration du néon depuis cette position-là jusqu'à l'état de transition où on a moins d'encombrement localisé. Donc, du coup, on a un effet de répulsion qui va encourager la migration. Dans le cas de l'hélium, on n'a pas cet effet-là parce que l'hélium est tellement petit, on a très peu d'encombrement déjà en position de départ. Donc ici, vous voyez que l'environnement local est très important pour expliquer le fait que le néon va se dégrader plus rapidement dans la cyclotite que l'hélium. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le quartz parce qu'on n'a pas cette configuration-là. Maintenant qu'on a vu l'importance, encore une fois, de la structure, ce que j'avais essayé de faire, c'est de proposer des modèles simplifiés du temps de trajet des différents gaz rares, donc hélium, néon et argon, dans les différents minéraux, dans les conditions du laboratoire et également à plus grande échelle, ce que je verrai après, en zone de subduction. Donc ici, vous avez un exemple de temps de trajet de parcours de l'hélium, du néon et de l'argon dans un cristal de quartz à température ambiante, dans un cristal de quartz de 1 micromètre, 1 millimètre et 1 centimètre. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que d'après le modèle à d'émission, on arrive à voir que l'hélium va diffuser extrêmement vite et il va y avoir des pertes très importantes et très rapides dans un cristal, par exemple, de 1 mm. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir expérimentalement aussi. On va avoir des pertes très importantes et très rapides de l'hélium dû à sa très forte et très rapide diffusion. Pour le néon et l'argon, on voit que ça se déplace plus lentement dans le quartz, mais on va également avoir une perte potentielle à la température ambiante au bout d'un certain temps. Ce qu'il est important de garder en tête, bien sûr, c'est que c'est un modèle qui est idéal.
C'est-à-dire qu'on va avoir un quartz qui n'a pas de défaut. Dans la nature, ou quand on utilise un quartz qui est réel, on va avoir des défauts qui vont encourager l'emprisonnement, le stockage des gaz rares, et donc, du coup, on va avoir une diffusion qui va être plus lente. Donc, ces valeurs-là sont à prendre avec des pincettes, ce sont des valeurs idéales. Si maintenant on regarde exactement la même chose, mais dans une zone de subduction, en s'intéressant aux minéraux SO2 qui vont être dans le panneau plongeant pendant la subduction. On peut avoir une certaine quantité de gaz rare qui va soit être relâchée très rapidement pendant la subduction, ou alors transportée en profondeur. Là, ici, vous avez exactement le même type de graphique. Vous avez l'hélium, le néon et l'argon, qui n'est pas un trajet nécessaire pour parcourir 1 cm, 1 mètre et 1 km. Ici, je ne vais pas faire de distinction sur les différences assez fines entre les conditions chaudes et les conditions froides. Regardez, globalement, on va s'intéresser aux résultats simplifiés principaux. Si on regarde ce qui se passe dans le cas de l'hélium, on a vu que la diffusion est très rapide. Et donc, en fait, on peut s'imaginer que dès le début de la subduction, on va avoir un échappement de l'hélium du panneau plongeant. Et en fait, on va avoir un relargage très important de l'hélium qui va intégrer très rapidement le point de montée. L'argon, lui, va avoir tendance à être beaucoup plus facilement piégé à l'intérieur du quartz et des autres phases de la silice. Et donc, on peut estimer que l'argon va être transporté plus profondément dans le manteau. Le néon, lui, son cas est un peu intermédiaire. On va avoir une diffusion un peu plus lente que l'hélium dans le quartz, comme on avait pu voir avant. Et donc, du coup, on peut estimer qu'une partie de néon va être relâchée, mais une partie va être transportée un peu plus profondément. Cependant, comme on a vu, dans les phases plus profondes, les phases plus denses, le néon va s'échapper beaucoup plus vite, va mettre beaucoup moins de temps à s'échapper. Et donc, du coup, on peut s'estimer qu'après, on va avoir un relargage du néon en profondeur. Donc, en conclusion sur cette première partie, on a vu que dans le quartz et dans les phases moins denses, on va avoir un cas très simple où plus on augmente la taille du gaz noble, plus la diffusion va être lente. Par contre, dans les phases plus denses, on a quelque chose de beaucoup plus complexe. Vous pouvez vous rappeler le cas de l'hélium et du néon. Donc, la structure, très importante, il faut le prendre en compte quand on étudie la diffusion. Si on regarde ce qui se passe, on peut arriver à reproduire ce qu'on peut voir dans les cartes quand on donne un hélium en quartz, dans les conditions ambiantes. Et en termes de subduction, on a deux cas différents. On a l'argon dans un cas qui va être transporté plus profondément, et l'hélium et le néon qui vont avoir tendance à être relâchés du panneau plus efficacement et plus tôt, en particulier l'hélium. C'est intéressant de compléter ça dans un travail ultérieur en comparant avec d'autres minéraux, en essayant de quantifier des coefficients de partage et aussi en regardant les effets des défauts, des dislocations ou des joints. Donc maintenant, je vais vous présenter les travaux sur lesquels je suis actuellement, donc qui est loin d'être terminé, en vue des résultats préliminaires, sur, non pas sur du solide, mais ici sur un mètre, toujours de la modélisation à l'émission des éléments volatiles dans un mètre classique. Donc, on a vu l'importance de modéliser la diffusion des gaz rares dans les solides. Dans les mètres, c'est beaucoup plus important, c'est encore plus important, puisque les mètres sont des réservoirs cruciaux d'éléments volatiles. Et c'est très important de comprendre ce qui se passe en termes de partage et de diffusion pour comprendre le cycle géochimique de ces éléments. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre le comportement de l'eau, puisque ces mètres, notamment les mètres classiques, sont très riches en eau. Et bien sûr, pour pouvoir comparer ce qu'on a fait avant, les gaz rares. La plupart des travaux qui existent, qui sont en cours sur la modélisation, notamment à l'émission des mètres, ça a plutôt été fait dans des mètres magiques ou ultramagiques. Et donc, on vient compléter ça avec un travail sur les mètres classiques et essayer de voir un petit peu l'importance de la composition. Et donc, l'objectif principal, les principaux objectifs de cette étude, c'est dans un premier temps de donner une équation d'état du mètre classique, c'est-à-dire une relation entre la pression et le volume, d'essayer de comprendre de faire une analyse structurale de ce mètre, c'est-à-dire essayer d'avoir la spéciation, par exemple, des différentes espèces en fonction de la pression et de la température, l'évolution de la coordonnée. Également, de voir l'impact de l'eau sur les propriétés du mètre
et essayer de proposer un modèle de mise en place des melts classiques dans la croûte via un mécanisme de diapir dive associé. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur l'incorporation des gaz nobles dans ce melt. Donc, pour l'instant, je vais vous présenter ce que j'ai fait sur le melt hydraté et le melt alide. Donc, j'ai pris une composition que vous voyez ici, qui est la biolytique, avec beaucoup de silice, donc extrêmement riche en silice, de l'aluminium et des alcalins principalement. J'ai un mètre de référence qui est de cette composition, qui est alide, et un mètre légèrement enrichi en eau, 1,5%. Donc, ce qu'on fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment, c'est de la dynamique moléculaire ad initio. On va démarrer avec un état solide, avec la composition que je vous ai montrée juste avant, et on va emmener cette composition à haute température, on va appeler ça une thermalisation, pour réorganiser les atomes et obtenir notre melt. Et donc, on obtient ce type de structure. Donc, vous avez tout un tas de différents atomes. En jaune, vous avez le silicium. En rouge, vous avez l'oxygène. Tout en bas de calcium, les alcalins, l'aluminium. Et vous allez avoir, ce qui nous intéresse ici, en blanc, les hydrogènes. Et donc, vous voyez, en fait, que les hydrogènes, très souvent, ils vont être représentés en tant que OH, en tant que hydrogène dans certains cas. J'ai travaillé sur toute une échelle, pardon, j'allais dire orange, toute une échelle de pression et de température pour essayer de couvrir la gamme la plus large possible et essayer d'être représentatif dans différentes conditions de notre mètre. Pour les températures, c'est important d'avoir un nombre assez important de températures en admission parce que, comme vous voyez, en dynamique moléculaire, on va avoir du mal à atteindre des températures qui sont très basses. Sinon, notre système va être un peu figé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a toute une succession de températures et on va essayer de voir l'impact de la température sur nos propriétés d'intérêt et essayer, quand c'est possible, d'extraire de très basses températures. Donc, ici, vous avez ce qui est le point de départ du travail, l'équation d'état de notre net. Donc, vous avez la densité du net avec différentes températures en fonction de la pression. Ici, vous avez un zoom sur les conditions de pression qui nous intéressent, donc qui sont un petit peu plus basses, plus représentatives de notre mètre toxique. On va plutôt s'intéresser à ce qui se passe dans cette zone-là. Donc, l'équation d'état, on en a testé plusieurs, donc pour obtenir une relation entre la pression et le volume, donc ce sont différents kits, et on a différents modèles, et celui qui représentait le mieux les données, avec le moins d'erreurs possible, c'était le modèle de Birch-Murnaghan 4e. Ça, c'est pour ceux qui s'intéressent. Les incertitudes qu'on a sur la pression, elles sont tout à fait raisonnables pour de la diminution, donc entre 0,5 et 1 GPa. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai représenté en pointillé la très forte température de 5000 Kelvin parce qu'on atteint le stade d'origine supercritique et donc on ne va pas plus s'intéresser à cette température qui n'apparaîtra plus dans le restant du travail. Ce qui est intéressant avec l'équation d'état, c'est qu'on peut obtenir tout un tas de propriétés physiques à partir de cette relation de pression-volume ou pression-densité, comme par exemple le module Bulk-Modulus. Donc, ce qui est intéressant avec le Bulk-Modulus, c'est qu'il va donner une représentation de la compressibilité de votre matériau. Donc, ça peut être intéressant de comparer ça avec d'autres matériaux. Et on obtient quelque chose qui est tout à fait attendu. Pour notre med amide et pour notre med enrichi en eau, une décroissance avec la température, un moment dans la température, et le fait d'additionner un tout petit peu d'eau, 1,5% d'eau, ça va avoir tendance à diminuer la valeur du module. Pour essayer de voir si le modèle était représentatif de ce qu'on pouvait voir dans le mètre naturel, j'ai comparé ici la densité de référence, donc la pression 0, en fonction de la température, pour le mètre amide et pour le mètre hydraté. Et ici, vous avez des valeurs qui proviennent de cette compilation de mètres naturels pour différentes compositions de mètres. Et ce que vous avez en pointillé, ce sont des extrapolations pour avoir des basses températures à partir de vos données. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que dans la compilation de mètres naturels, pour les 21 de rhéolitique de 2%, vous arrivez à avoir une densité de 2,26.
Et nous, avec ce modèle, on arrive à 2,24, on a moins d'1% de différence. Et quand on regarde ce qui se passe avec le système amide, on a une densité pour l'élément naturel monolithique de type 2,35, et avec notre modèle, on a 2,36. Donc, on peut être assez confiant quant à la représentativité, c'est assez raisonnable par rapport à ce qu'on a avec notre modèle à l'émission. Ce qu'on peut avoir également avec ce modèle, c'est qu'on peut avoir accès à tout ce qui va être analyse de la structure du net. Donc, ce que je disais, c'est par exemple la spéciation ou encore la coordinate en fonction de la pression et de la température. Donc, ici, à titre d'exemple, j'ai représenté la coordinate du silicium, donc, en rond plein, ici, à deux différentes températures. Et en rond vide, vous avez ici l'aluminium, en fonction de la pression. En rouge, ici, vous avez approximativement la fin de la goutte. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on obtient quelque chose d'attendu. Donc, on a une augmentation de notre coordinate avec la pression. Quand on regarde dans les conditions de cristal, on a l'aluminium et le silicium qui sont tétravalents. On a des tétraèdres, c'est quelque chose que vous pourriez observer expérimentalement également. Et quand on augmente la pression, on va avoir une contraction du système et on voit de plus en plus de fractions d'aluminium et de silicium qui vont avoir une coordinate plus élevée de 6. Et ce qui est intéressant également ici, c'est qu'on voit que si la pression a un effet très important sur la coordinate, on va avoir un effet tout à fait négligeable de la température, que ce soit pour le silicium et l'aluminium. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on pouvait avoir sur les différents sur la structure, donc je n'ai pas tout présenté s'il y a des choses qui sont encore en cours. J'ai essayé de regarder s'il était possible de proposer, en utilisant les données d'émission, un modèle de calcul de vitesse de remontée d'un magma via un système de Dirac ou un système de Dirac. Donc, quand on regarde dans la littérature, pour la mise en place des magmas classiques, on va avoir une combinaison de deux phénomènes. Donc, on a la mise en place par diachirisme et la mise en place par Dirac, qui sont combinés les uns avec les autres. Donc, le Dirac, pour rappel, c'est simplement une remontée de magma qui va être due à un contraste de densité entre le magma lui-même et la roche encaissante. On voit très souvent pour des magmas chantilly, c'est peu de risque, notamment. Dans cette étude, donc, qui a été faite, c'est un modèle géodynamique qui a été proposé par Cao et Tal en 2016, ils ont proposé qu'au début, on avait pour les méthodes classiques une mise en place de dikes dans la course qui va permettre d'aider à contenter au début le magma. Et ensuite, une fois que la course est bien réchauffée, on va avoir un développement des diapirs, de plusieurs diapirs de différentes tailles qui vont permettre une remontée beaucoup plus efficace du magma. Et en fait, pour pouvoir accéder à la vitesse de remontée d'un magma, on va avoir besoin notamment de deux données, le contraste de densité, magma et roche encaissante, et la viscosité. Et dans le cadre d'un diapir, vous avez cette petite formule ici avec le rayon du diapir, le contraste de densité et la viscosité de la croûte environnante. Donc, dans le cadre du modèle de Cao et Tal, qui a utilisé un contraste de densité assez faible, vous allez voir après pourquoi je dis assez faible, ils arrivent à avoir une vitesse dans le cas du diapir de 10 à 40 km par million d'années. Je vais prendre deux exemples en utilisant notre modèle, exactement la même approche et nos données. Deux exemples extrêmes. Ici, une croûte ancienne, APN. Ça provient de ce travail qui a été fait sur une croûte très ancienne. Et comme vous pouvez le voir, en termes de concentration éléments de différents types de roches, on va avoir une croûte qui n'est pas du tout classique. Donc, c'est une croûte qui est très mafique et qui va avoir une densité proche de 3, donc beaucoup plus dense que ce qu'on a actuellement. Si on prend la densité de notre mètre, donc on imagine un mètre qui va remonter environ 900 degrés, qui va venir taper dans la croûte, notre mètre qui va avoir une densité de 2,24 d'après notre modèle. Si on prend une viscosité moyenne, bien sûr, il y a des incertitudes dessus, une viscosité moyenne de notre croûte à 10 puissance 20, on peut arriver à une vitesse de remontée de notre diapir de 56 km par million d'années. Alors, cette valeur-là, elle est à prendre avec une très grosse pincette. Ce n'est pas tellement la valeur en elle-même qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dessus. Premièrement, le diapir, quand il va remonter,
il va y avoir un processus de solidification et de refroidissement qui va avoir lieu. Donc, du coup, ça va influer sur notre contraste de densité. Ça, c'est pas pris en compte dans ce modèle très, très préliminaire et simplifié. On va voir aussi la taille du diapière qui va rentrer en jeu. J'ai pris un diapière qui était assez gros, donc environ un rayon de 10 km. Et en fait, il a été montré que c'était le rayon nécessaire. Si on avait un rayon qui était plus faible, le diapière allait cristalliser, se refroidir beaucoup trop vite et n'allait pas pouvoir atteindre des températures, des profondeurs très faibles dans la croûte. Et également, on peut avoir une combinaison avec une remontée de type DAG, qui n'est pas pris en compte ici, où on va avoir une remontée beaucoup plus rapide que ça, mais qui va se refroidir extrêmement vite due à la taille du DAG. Donc, si on regarde maintenant ce qui se passe dans une croûte plus récente, beaucoup plus différenciée et plus profonde, donc on voit qu'on a un pourcentage de roches felsiques beaucoup plus important. Donc, on a une densité qui est plus faible, et donc, du coup, un contraste de densité plus faible, et avec exactement les mêmes paramètres, on va avoir une vitesse de remontée plus faible, à 42 km par million d'années. Et si je prends le même contraste de densité que dans l'étude de Kao et al., c'était environ 0,3, on l'a dit tout à l'heure, j'arrive à 20 km par million d'années, ce qui est représentatif de ce qu'ils avaient dit entre 10 et 40 millions d'années pour leur modèle à eux, qui n'est pas un modèle à l'émission. Donc, du coup, ça, c'est uniquement ce qui a été fait dans le cadre d'un mail périodique hydraté. Et ce qui va nous intéresser par la suite, une fois qu'on a ce modèle qui semble assez représentatif de ce qu'on voit dans une approche plus expérimentale, on va essayer d'incorporer les gaz nobles à l'intérieur de notre mail périodique. On va s'intéresser à tout ce qui va être diffusion, pour essayer de comparer avec ce qu'on a eu dans d'autres mails et également dans la silice solide. Essayer de voir ce qui se passe à très basse pression pour essayer de voir si on a un processus de diffusion important de nos différents gaz rares. On peut également avoir accès au coût énergétique de l'incorporation des gaz rares dans les solides et dans les melts, et essayer de voir le partage, donc les coefficients de partage, entre nos différentes phases à l'équilibre. Et ça peut se faire grâce à ce qu'on appelle l'intégration thermodynamique. C'est juste une méthode qui va nous permettre, de modélisation, qui va nous permettre d'estimer le coût énergétique avec enthalpie et entropie. Et enfin, ça c'est le plus important, c'est de comparer nos résultats, comme je le disais, je le répète encore, avec le pôle mafique et le trimatique, pour voir si on arrive à avoir de très fortes différences entre une nature classique et une nature mafique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Sarah. Merci, c'était vraiment très clair, pas de poisson et tout. Et je suis désolée, j'ai participé au début de la mise en place de votre exposé. Et du coup, j'ai juste une question, vous choisissez le phase de la silice, parce qu'en termes de calcul de dynamique moléculaire à démission, c'est ce qui est plus simple à modéliser, parce que je ne sais pas, moi, les phases de pression ici, dans une continentale, dans 28 GPa, c'est quand même difficile d'entraîner la continentale au-delà de la physique. Donc, si vous voulez, je ne comprends pas pourquoi on s'intéresse à la silice au-delà du fait au niveau calcul, c'est beaucoup plus simple à modéliser que des phases plus complexes et graphiques. Alors, en fait, justement, c'est pour ça que j'avais montré ça. Peut-être que c'était. Je ne sais pas si vous avez. Je l'ai regardé. En fait, quand on regarde une composition, si on regarde le slab, qui va se renforcer progressivement, on a une partie qui va être de type basette chimique ou basaltique. Et en fait, dans cette chimie-là, on peut transporter quand même assez profondément ça, donc pas uniquement la croûte continentale, on va avoir quand même 20% qui va être représenté par le phase de la silice. Donc là, ici, vous avez la stichiolite, là, ici, vous avez la bêta-stichiolite, et ici, vous allez avoir la saïcontite. Du coup, ça représente quand même 20% en termes de minéralogie. Et là, on est sur du basalte. Donc, du coup, c'est quand même une phase qui est non négligeable, parce que si on retire tout ça, en fait, ça fait 20% du système comme en fait, j'avais été un peu frappée par un diagramme de droite. Alors, en fait, ça c'était une étude un petit peu particulière qu'ils avaient dû faire en montrant que dans certains cas, c'est l'étude de Chine, alors, je ne sais pas comment
Tichy et al. Et en fait, ils ont voulu montrer qu'il était possible dans certains cas, quand il y avait une température qui était, alors je ne me rappelle plus exactement quelle température, d'entraîner à la fin une partie de la couche continentale au niveau du sable, de l'entraîner à une certaine profondeur, en très petite quantité. Et donc, du coup, ils avaient essayé de montrer quelle était la proportion de minéraux dans cette couche. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout ce qu'on peut voir ici, qui est beaucoup plus probable. Après, 20%, c'est quand même négligeable. Du coup, on a de la sticholite à cette. C'est pas une phase accessoire. C'est loin d'être une phase accessoire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu mieux d'un point de vue vraiment de la composition, mais c'est vraiment la sticholite, la taille-cortine, je suis assez d'accord, c'est quelque chose d'assez. Là, on l'a plus utilisé pour pouvoir faire une étude de type structurale, pour voir un petit peu les effets de la densité, mais la sticholite, c'est une phase assez importante. Et si la Terre est une convergence statique, on peut faire 30% de silice, comme ça. C'est pas si clair. Voilà, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si j'ai bien compris, en dynamique moléculaire, vous n'avez jamais cherché à appliquer un gradient de concentration potentielle des gamma. Ce que vous voyez, c'est de la mobilité, de la diffusion au sens strict. C'est-à-dire, si on se remet dans un contexte où il n'y a pas vraiment de gradient de concentration, le mouvement net des atomes, c'est-à-dire vous mettez des kilomètres et des kilomètres de distance parcourue, mais comme c'est complètement stochastique, les sites sont équivalents dans toutes les directions, en fait, ça ne bouge pas. En fait, c'est le principe même de la dynamique moléculaire, c'est de regarder avec les. Comment question, parce que ça, ma question, c'est comment est-ce que vous reliez cette mobilité intrinsèque, cette jeune, à la mobilité dans un gradient? Est-ce que c'est les mêmes ordres de grandeur? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes? Est-ce que s'il y a un gradient de lattice strain, parce qu'il y a un endroit où il y a plein de défauts qui forment des mailles, et puis un autre endroit où il n'y en a pas, est-ce que ça va speeder tout, accélérer tout, gêner? C'était ce que je disais en fait à un moment donné pour le modèle que j'avais proposé dans les conditions du labo. C'est un modèle un peu idéal en fait. On a vraiment une structure qui est sans défaut. Donc là, on va dire que ce sont des vitesses maximales. Parce que quand on va avoir effectivement un défaut, une dislocation, on peut s'imaginer qu'on va avoir notre défaut qui va être piégé dans cette dislocation et du coup qui va ralentir. Donc, on peut voir ça comme une vitesse maximale. Mais toujours avec une vitesse maximale, on peut se rendre compte des différences entre les structures et avoir l'effet de la structure. C'est ça qui nous intéresse en fait. Parce que quand on regarde même toutes les... Parce que j'avais fait une étude, enfin une recherche des différentes études sur la diffusion, que ce soit avec une approche expérimentale, quoi que ce soit en modélisation, quand on regarde la valeur brute, il y a des variations énormes parce que ça va dépendre, en fait, notamment dans l'expérience, ça va dépendre en fait de la qualité du nombre de défauts qu'il va y avoir dans le cristal. Et en fait, quand on regarde dans les études expérimentales, on va avoir une tendance, mais on a des ordres de grandeur de différence parce que dans certains cas, on va avoir des défauts d'irradiation, par exemple, dans le quartz, on va avoir dans certains cas un quartz qui va être à peu près parfait, pas totalement parfait, pas parfait. Et en fait, ça va jouer énormément sur les valeurs. Donc, en fait, ce n'est pas tellement les valeurs en elles-mêmes qui vont être importantes dans certains cas, sauf si on sait, par exemple, ici, que ce sont des valeurs maximales, c'est plutôt la comparaison entre les différentes structures à composition fixe qui vont nous donner un intérêt sur la compaction de la silice et voir en fait ce que ça va induire sur le comportement des gaz. Moi, je ne connais pas bien le comportement des gaz rares. Pour la diffusion, les différentes de diffusion sont pour des cations chargés. Oui. On va avoir des effets d'ordre de grandeur en fonction de ce qu'on regarde. Si c'est de la self, si c'est de la traceur, si c'est de la... Et moi, c'est la même chose. En particulier, ce que vous voyez, je peux faire un peu sur le Néo, c'est les considérations énergétiques. Je me disais que si on réfléchit, si on pousse le truc jusqu'au bout, on pourrait imaginer qu'un minéral qui est anormalement chargé en argent, il y a plein d'interstitiels, il y a plein de défauts, Ouais. toute la structure est hyper déformée.
quelque part, on pourrait se dire que dans un contexte de gradient chimique, de potentiel ou de contrainte, on pourrait même peut-être avoir une inversion complète des vitesses de diffusion, où plus c'est gros, plus ça bouge vite, parce que de toute façon, les défauts sont tellement importants que c'est expulsé. Il n'y a une question de. En fait, ça irait encore plus vite que la simple diffusion stochastique d'un défaut. alors, en fait, l'argon, le problème de l'argon n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'en fait, l'argon est tellement gros. En fait, déjà, il faut arriver à l'incorporer sans détruire de façon locale. Ce qu'on a vu, en fait, par exemple, en fait, je n'avais pas représenté l'argon. Voilà. Je n'ai pas représenté l'argon dans les phases denses ici. Tout simplement parce qu'en fait, on a essayé de faire. Et en fait, quand on mettait l'argon dans la cycloptite, et ben, ça détruisait la structure localement. Donc, en fait, évidemment, là, on ne peut plus rien faire. Mais voilà. Donc, du coup, il y aura des effets comme ça. Après, là, c'est un modèle très simplifié. On ne peut pas vraiment avoir accès à ça. Mais là, il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler avec cette approche-là. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la comparaison en ne variant qu'un seul paramètre. C'est pour ça que nous intéresse pour voir le phénomène. Après, une méfiance avec les valeurs ça, mais dans n'importe quelle étude. Méfiance avec les valeurs de coefficient de diffusion brut, parce que ça dépend vraiment de tout un tas de paramètres derrière, l'état cristallin et les deux. François, tu non, mais je pense que c'est vraiment une bonne démarche d'essayer de faire le système idéal au maximum, faire de la physique avec ça. Alors, par contre, à chaque fois, on doit vous poser la question, mais en AMD ad initio, c'est pas évident d'avoir des problèmes. Enfin, il y a des problèmes de taille de boîte, quoi. Vous avez combien d'atomes? Et du coup, par rapport à la question de Mathieu, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'effet de bord qui peuvent se poser. Il y a des problèmes de convergence avec la taille de boîte. Hein. Donc, par exemple, il y a un point un peu stochastique qui me posait une question sur le melt, sur la ligne admission du melt. Il y a ces histoires, on voit de la coordinance 4, on voit de la coordinance 6. En fait, souvent, on voit un peu de choses qu'on envoie de la 5, des coordinances 5. Donc, je me demandais si finalement, il y avait, vous avez dû le faire, mais la sensibilité en taille de boîte, quoi, et puis, en fait, il ne faut pas travailler avec des systèmes petits parce que sinon, on va avoir combien d'atomes en fait? Justement, alors, on n'a pas beaucoup d'atomes. On a environ 200 atomes pour le système de la silice. Et en fait, c'est suffisant. On a 3 atomes de gaz rare et c'est suffisant pour qu'ils soient suffisamment séparés. Suffisamment séparés pour éviter justement ces effets-là. Après, il y a des conditions périodiques. En fait, il y a ici, ça fonctionne par symétrie. Donc, en fait, là, ici, la seule chose qui nous intéresse, c'est de ne pas avoir une boîte trop petite pour essayer d'éviter d'avoir justement ces effets-là. Mais ça, c'est dans toutes les modélisations. On a des systèmes, par exemple, où on travaille avec, j'avais déjà vu, c'est un pentatome ou quelque chose comme ça peut être un peu petit pour ça. Le problème, c'est que quand on augmente la taille de la boîte, par exemple 200 atomes, ça prend du temps à modéliser. Et en fait, je ne sais pas si vous avez ça. Mais du coup, vous avez des données de coefficient de diffusion en fonction de la taille de boîte? Non, l'énergie d'activation en fonction de la taille de boîte? Non, on n'a pas ça parce qu'en fait, ça a déjà été montré aussi dans d'autres études. Ils ont montré qu'effectivement, c'est ce que j'avais fait en fait dans ma tête. J'ai fait un truc comme ça dans la brucite. J'avais montré qu'en fait, là, j'ai rien dessus à présenter, mais j'avais montré dans un papier que la taille de boîte de la brucite, donc j'ai fait varier ça, au bout d'un moment, on avait une stabilisation de l'énergie. Et en fait, il faut prendre environ 10 angstroms de séparation dans ce système-là. On avait besoin de séparer, c'est des fluors, en l'occurrence, c'est ce que j'avais fait. Il fallait 10 angstroms de séparation entre les fluors pour arriver à avoir une énergie qui se stabilisait. Parce que tout ce qui était avant, en fait, était une énergie trop élevée parce qu'on avait interaction entre les deux cristallins. Et pour l'eau dans un flexible, vous pensez que c'est pas en fait, je pense qu'avec tous les défauts, on va avoir ça. Après, une taille de boîte comme ça, on a vraiment pas. La taille de boîte est vraiment importante là. Je sais pas, pour capacité de calcul que vous êtes bien Par exemple, pour éviter ce problème-là avec le MET, là, on a pris 500 atomes. Donc, 500 atomes, voilà, c'était long à faire. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire vraiment plus, en tout cas avec cette méthode-là, parce que ça va être beaucoup trop important, ça va être beaucoup trop important en termes de temps de calcul. On a des méthodes comme le machine learning, mais ça, c'est une méthode qui est
Là, il faudrait faire en fait utiliser tous les résultats qu'on a actuellement pour entraîner en quelque sorte la machine pour arriver à générer des potentiels qui sont adaptés à un système de composition de données. Et avec ça, on peut arriver à travailler dans des boîtes énormes avec 10 000 atomes. Oui, les méthodes d'embedding et après le fait de classique. Bah, en fait, c'est un peu le principe de la machine learning, mais ça, on n'en est pas là. Voilà. Pas d'autres questions. Donc, Valérie, Hélène et Guillaume. Alors, plutôt d'accepter les diffusions, je suis d'accord que quand les atomes G tout écrit, c'est une diffusion qui est liée à un son possible interstitiel. Donc, nous développons plus loin, est-ce que vous avez tenu compte de possible remplacement, un possible effet substitutionnel? Est-ce qu'on peut piéger des atomes parce qu'ils vont être remplacés et ça, dans le cas d'autres silicates, les autres éléments ont été observés qu'il n'y a pas que ce n'est pas un plasticien, mais c'était des substitutionnels. Alors, ça va dépendre de l'atome qu'on va regarder. Il va voir on va se soit un plasticien, ça va être une réaction particulière. C'est l'excédent qui est observé dans. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans la structure et on voit comment ça se passe. Quand, par exemple, on peut mettre un atome qui va être un anion, par exemple, n'importe quel halogène. Ça, on va avoir des substitutions facilement qui se programment. Là, en l'occurrence, ce qu'on observe, c'est que le système s'adapte. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment des sauts interstitiels. On voit en fait l'hélium qui va, par exemple, sauter d'un site à l'autre. Et on n'observe pas de. C'est pas interdit dans votre simulation. Si jamais ça se passe, vous allez le voir. Des fois, des liens chimiques. Comme on avait pu observer les structures entre guillemets de cybernétique localement, en fait, qui poussaient, déformaient complètement la structure localement, ça on l'a vu, on l'a pas interdit, on l'a vu apparaître et ça on a enlevé quoi, mais on le voit en fait. Ça c'est des choses qu'on va voir. Après les gaz rares, on peut s'attendre à ce qu'ils se comportent de cette façon. Le deuxième, de curiosité, dans les mécanismes de cette forme des lions versus les non. L'argumentaire, c'est l'effet détail. Mais l'argon, non, qui est plus grande et il reste mobilisé. Donc, est-ce qu'ils ont fait des boucles d'or qui donnent exactement la bonne taille et qui seront une pour utiliser ou pourquoi En fait, l'argon, le problème, c'est à peu près ça. Parce qu'en fait, le néon, c'est un assez gros atome, mais il a une taille intermédiaire. L'argon est très gros, la différence de taille est assez importante. L'argon, lui, en fait, il va être tellement gros que ça va être l'effet stérile qui va remporter. L'effet stérile va remporter, à partir de là, ça va devenir un élément qui va entraver cette diffusion. Le néon, lui, sa taille, elle reste quand même assez. Enfin, elle n'est pas trop importante. En fait, ce qui se passe, c'est que le néon, il arrive à bouger, on le voit diffuser, se comporter de manière assez similaire à l'hélium. C'est à partir de l'argon que ça devient quelque chose de compliqué. Par exemple, on a très peu de données sur Triton et Xénon parce que, en fait, probablement, on n'arrive pas à le voir à notre échelle de temps. Mais le néon, ce qui va se passer, c'est qu'il va diffuser. On a des coefficients qui sont assez élevés. Il va avoir une comportement très proche de l'hélium, mais en fait, il a une taille qui n'est pas trop grande pour entraver sa diffusion, mais il a une taille suffisante pour avoir cet effet qu'on observe ici. C'est quelque chose qui a été observé aussi dans d'autres structures. Donc, pas que dans l'Axilis, ça a été observé dans d'autres structures avec les gaz. Merci beaucoup, Sarah, c'est vraiment super. En fait, tu as partiellement répondu à la première question, ce qui est que le xénon, ça ne bouge pas. Bah non. En tout cas, en fait, le xénon, ce qu'on peut arriver à voir, pour le xénon, ce qui est le plus adapté, c'est cette méthode-là, c'est le NEB. Parce qu'en fait, le NEB, on n'a pas nécessité de faire bouger, ce qu'avec le xénon, on n'arrivait pas à faire. Il faut juste avoir, en fait, on calcule juste l'énergie d'activation. Donc, en fait, le xénon, ce qui va être gros atome, le NEB répond beaucoup mieux à cette. Pour pouvoir quantifier, donc on peut avoir accès à l'énergie d'activation. Et par d'autres méthodes, au D0, c'est un petit peu plus compliqué avec des fréquences. Et on peut arriver, il y a certaines études qui ont été faites comme ça, avec des gros atomes, on peut arriver à en déduire un coefficient de vie. Mais avec la dynamique moléculaire, le xénon, non. En tout cas, pas dans ce système-là. C'est compliqué. Et la deuxième chose, c'est plus un commentaire, donc peut-être que vous me parlez de moi, mais quand tu montres que d'après tes calculs, finalement, les léos s'échappent suite de subduction, parce qu'ils s'en va très vite, c'est en assez bon accord avec ce qui appelle la barrière de subduction de chimie. Finalement, les rapports isotopiques, les choses héritées de la profondeur, oui.
J'ai pas eu la tête, je pose deux questions. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pour l'hélium, en effet, tu montres, ça ne peut pas rentrer en fait, dans le taux de subduction. J'étais plus appelé par ton résultat sur le néon, parce que tu sembles suggérer que tu peux faire la subduction du néon, mais en fait, quand tu prends les données isotopiques sur les OIB, une fois que tu corriges de la contamination de surface à l'éruption, on voit qu'on a un rapport en fait, isotopique du néon qui est vraiment sans contamination atmosphérique et solaire quasi solaire, enfin, ça un autre débat, mais qui n'est pas du tout atmosphérique. Et pour les normes non plus, ça monte très très haut, il y a très peu d'influence atmosphérique. Et là, ce que tu sembles suggérer, c'est qu'en fait, tu peux faire la subduction du néon et le garder. Donc, j'ai trouvé ça m'intrigue, sans que j'ai du mal à saisir, juste avec les graphiques, si c'est à la marge ou si tu peux en mettre beaucoup, etc. Quoi. Alors, ça, c'était plutôt ce que mettait en théorie. Et en fait, là, ça porte uniquement sur la silice. Donc déjà, il faut avoir le néon dans la silice. Ouais. Bon, on peut estimer qu'il n'y en a pas énormément. Base. Ouais. Et en plus, c'est juste pour estimer qu'il y a un comportement intermédiaire. Donc en fait, ce que j'avais mis en conclusion, c'était que l'hélium et le néon il y avait deux cas. Il y a l'hélium et le néon qui sont relâchés beaucoup plus tôt. On peut imaginer que le néon va être transporté un tout petit peu plus bas, mais pas vraiment basse, simplement parce qu'il a une rétention qui est un peu plus forte que l'hélium dans les phases, en tout cas dans les phases de la silice qui sont plus intenses. Après, il va être relâché très vite. C'est l'argon, en tout cas les éléments qui sont plus lourds, qui vont avoir tendance à diffuser tellement lentement qu'en tout cas, par diffusion, ils vont avoir un peu plus de mal à quitter et donc ils vont être transportés potentiellement plus profondément. Ma deuxième question, c'est sur la deuxième partie de la présentation. Je ne comprends pas, quand tu essaies de comparer les contextes géologiques et que tu regardes une croûte ancienne type archéenne, pourquoi tu prends ces densités de mètres alors qu'il va falloir les produire et qu'on sait qu'on ne produit pas trop ce genre de mètres sur la terre archéenne. Déjà, ça, c'est quelque chose que j'ai fait hyper récemment et c'est juste pour comparer et montrer qu'on avait une diminution du contexte de densité. Ouais. Là, c'est plutôt des TTG qu'on va produire à cette époque-là. Ouais, et du coup, c'était plus, là, c'est vraiment plus théorique, c'est vraiment un travail en cours. Donc, du coup, là, c'est plus pour montrer en fait ce qui se passe quand on prend deux compositions différentes. En termes d'hôtes, donc de roches hautes. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est cette partie-là, en fait. Mais c'était juste, c'était parce que les TTG, je ne peux pas vraiment les modéliser avec, actuellement, parce que ça va faire beaucoup trop de calculs, là, pour le livre. Mais là, c'était plus pour montrer, en fait, ce qui se passait si on changeait la matrice, on changeait le contraste de densité, est-ce que ça va grandement impacter ou pas le résultat qu'on obtient. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si on prend un mec qui est plus felsique, donc qui est felsique comme ce que j'avais modélisé, si on change un petit peu la composition, ça risque, à mon avis, pas vraiment beaucoup changer le résultat, parce qu'on diminue un petit peu le côté felsique, on reste dans le côté suisse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on peut arriver à remonter quand même des volumes importants qui vont remonter assez vite et qui vont permettre d'enrichir en matériel felsique la croûte, peu importe sa composition, et qui vont permettre d'aboutir à quelque chose qui est plus riche en eau. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai démarré là, actuellement. C'est juste pour vous montrer les grandes lignes en fait. Là, on considère qu'il y a la densité, mais aussi le relais de viscosité. Il demande en proportion d'une certaine phase, on peut changer la viscosité plus que la densité. Oui, bien sûr. La viscosité, là, j'ai fait une viscosité assez. C'est corrélé la densité. Oui. Mais après, c'est ce que j'avais regardé un petit peu dans tout ce qui était littérature là-dessus. En fait, il y a beaucoup de modèles qui sont débattus. Il y a énormément de ces appropriés et il y a beaucoup de modèles débattus. Donc, du coup, l'intérêt, c'était aussi de savoir si, avec les modèles à l'émission, on pouvait être représentatif de ce qu'on avait en termes d'ordre de grandeur. C'était plutôt ça. Et de montrer si on avait quelque chose qui est plus intéressant, c'est ça surtout, c'est de montrer qu'on avait quelque chose qui n'était pas complètement perdu dans le côté modèle sans être représentatif du côté naturel. Là, on a quelque chose qui renvoie, qui est clairement proche d'un être naturel. Donc, c'était plutôt en fait, cette démarche-là que j'avais en essayant de se rapprocher un peu plus du contexte écologique. Dernière question, Mathieu. Pour rebondir sur la remarque de Guillaume, les distances caractéristiques que vous déterminez, hein, mètres, kilomètres, c'est une modélisation où vous prenez une taille de grain donné ou c'est en imaginant des monocristaux de quartz quand vous avez 50, parce que la limite de diffusion, c'est la limite de la taille de grain. Si on a un manteau qui a des tailles de grain centimétriques,
on comprend pourquoi est-ce que le néon, on n'a pas de signature atmosphérique en profondeur, parce que on peut imaginer, une fois qu'on a quitté le cristal, les autoroutes de diffusion, sont des joints de grains et des fluides, ça après c'est quasi instantané par rapport à la diffusion dans le cristal. Donc je me demandais, voilà, ça c'est en imaginant un milieu continu. Bah, en fait, c'est pour essayer d'être représentatif de trois, alors, je vais peut-être plutôt prendre le point, de trois contextes, et c'est des contextes un petit peu, donc il va y avoir par exemple quelque chose de 1 centimètre plutôt un grain, ensuite on va avoir plutôt par exemple un massif de type trophique, quelque chose de type quartzitique. Après, c'est théorique, mais c'est juste pour montrer en fait ce qui pourrait se passer si on avait 1 mètre, par exemple, une grande veine, plutôt un cristal, plutôt quelque chose de plus quartzitique qui va être plus en place. Après, bon, on se dit que 1 kilomètre, ça va être plus compliqué, c'est tout à l'heure. Non, mais c'était pas une expédition. Non, mais encore une fois, c'est pour mieux comprendre pourquoi il n'y avait peut-être pas de signature géochimique de recyclage du néon, c'est qu'en plus des vitesses très importantes que vous montrez, en plus il y a les effets de grain qui vont venir dégager encore plus le néon plus efficacement. Non, c'est juste parce que c'est vrai que c'est la question qu'on s'était posée de voir si c'était comment être le plus représentatif possible. Et effectivement, c'est sûr que c'est moins représenté pour la salle pratique parce qu'on a du mal à s'imaginer un kilomètre de salle. J'ai fait plus pour être en cohérence avec ce qu'on montre avant, en fait, pour montrer un peu la dynamique. Merci Sarah, évidemment.